Le premier objectif, c'est de lutter contre la pauvreté extrême. C'est de dire qu'avant tout le reste, notre premier objectif, ça doit être ça. Là, on a créé un nouveau jeu qui s'appelle la fresque de la citoyenneté, qui va être justement sur les droits et les devoirs du citoyen. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à refaire société. Moi, ce projet, il est aussi d'un hommage à mon père et je ne trouve du sens que dans ça. Moi, ça me passionne de comprendre comment tu crées un déclic chez quelqu'un, comment tu crées un passage à l'action en se disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Moi, en fait, il y a toute une science de l'éducation qui est en train de beaucoup de se développer, qui s'appelle la ludopédagogie, parce que le milieu de bénévoles, c'est un milieu de retraités de base. Même les jeunes qu'on accompagnait, j'ai jamais dit « Vous allez changer le monde ». Je trouve que c'est très violent de dire ça quand la réalité, elle est beaucoup plus sombre. Moi, je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat social, mais je crois encore une fois dans une démarche collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une fresque qu'on fait en entreprise, ça nous finance 3 fresques auprès des jeunes en établissement scolaire. Et je pense qu'il faut recréer la solidarité vraiment à l'échelle de son voisin. Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Moi, c'est Adrien Scat, photographe et réalisateur à impact. À travers Sens, je t'emmène au cœur de projets qui transforment des vies et redonnent un vrai sens à l'action humaine. Ces histoires sont celles de femmes et d'hommes qui, en cherchant un sens à leur vie, ont trouvé la force de changer le monde autour d'eux. Avec Sens, on explore ces récits inspirants, on apprend, on s'émerveille et surtout, on découvre comment toi aussi, tu peux faire bouger les choses. Parce que oui, chacun mérite d'avoir un impact. Rejoins-moi dans cette aventure et laisse-toi inspirer par des projets qui prouvent qu'ensemble, tout devient possible. Je suis trop... Allez, c'est parti. C'est parti. Anaïs, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Les amis, on est dans le nouvel épisode de Sens avec Anaïs. Anaïs, je vais te laisser te présenter parce que je ne sais même pas c'est quoi ton projet. Moi, on s'est connus sur Want to Help. Ouais, c'est ça. Bon, on se connaît un petit peu. On s'est connus sur Want to Help. Je t'ai vu faire des projets sur la fresque, etc. J'ai suivi de loin, mais j'ai quand même bien regardé parce que je voulais bien comprendre ce que c'était. Et là, tu m'as dit, ouais, mais je suis sur un nouveau projet, etc. Donc, on va faire le podcast comme ça, en mode détente. Je sais même pas c'est quoi le projet, mais je te fais confiance. Ok, parfait. Dis-moi tout. Bah écoute, je vais me présenter. Du coup, moi, je suis Anaïs Abchar. J'ai 26 ans et je suis dans l'associatif depuis presque 10 ans maintenant. J'ai été du côté bénévole, très jeune. Et puis après, j'ai voulu créer ma propre structure. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Want to Help. Et on a tout de suite voulu travailler les sujets de citoyenneté et de bénévolat. Donc, on accompagnait en fait les jeunes lycéens qui voulaient découvrir le bénévolat en les mettant en lien avec des associations locales à travers pas mal d'événements solidaires. Et à côté de ça, du coup, j'ai là développé une nouvelle structure. Donc, Want to Help a évolué. C'est un peu une évolution de Want to Help. Et maintenant, du coup, je suis directrice de l'Institut Citoyen. Donc un nom plus francophone. Et donc on travaille les mêmes sujets. Donc là on est plus sur de la partie sensibilisation. Et donc l'idée c'est de créer des outils pédagogiques innovants sur les sujets de citoyenneté et développement durable. Et donc on a créé un premier outil qui est la fresque de l'engagement durable. Et on est en train c'est un projet qui dépend de... Voilà, exactement. C'est un atelier en fait. C'est un outil qu'on a conçu au sein de l'Institut Citoyen, qui fait suite à tout ce qu'on a découvert et fait avec Want to Help. Et aujourd'hui, on a même, en toute avant-première, ça sort officiellement dans 2 jours, mais je le dis, c'est le teaser, on a créé un nouvel outil qui est la fresque de la citoyenneté. Et donc là, c'est vraiment un outil hyper ludique et interactif pour explorer les droits et les devoirs du citoyen et amener surtout les participants à réfléchir à quelles actions ils vont pouvoir mettre en place directement après l'atelier. Donc toujours le passage à l'action qui fait lien avec Want to Help et l'Institut Citoyen. Voilà. Cool. J'ai essayé de me présenter. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? Je voulais juste reparler avec toi par rapport à ma vision par rapport à toi. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, premièrement, moi, j'ai fait partie de l'Institut de l'engagement que tu dois connaître, que je connaissais pas du tout. Moi, je viens pas du tout d'un milieu associatif et tout ça, donc je connais pas forcément trop les structures. Je connais les MJC, c'est à peu près tout ce que je connais. Et en fait, avec toi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, Want to Help. Quand on a travaillé ensemble, c'était vraiment de se dire, en insufflant... En fait, moi, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours dit, je suis photographe engagé, je suis vidéaste engagé. En fait, je me suis toujours posé la question, comment ça s'insuffle un peu l'engagement? Comment on crée ça? Pourquoi il y a des personnes qui se lancent dans l'associatif? Pourquoi d'autres non? Pourquoi il y en a qui sont hyper réticents à ça?
pourquoi il y en a qui ont toujours un peu cette fibre à aller de rajouter un peu de social dans sa vie. Est-ce que c'est d'où tu viens? Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que tout ça? Et j'ai trouvé que One to Help, ça a été c'était une bonne idée dans le sens, je dis idée pas dans le sens où c'était pas concret, mais c'est une bonne idée dans le sens de juste donner des shots d'engagement à des jeunes pour qu'au moins ils comprennent un petit peu ce que c'est et après où ils continuent ou ils continuent pas. Ça a été quoi? Et du coup c'est un peu le sujet principal dans lequel j'aimerais qu'on parle. Comment on arrive à insuffler l'engagement? Parce que dans l'associatif, moi sens ça parle de chercher du sens. Je pense que le sens, l'engagement, c'est des choses qui sont hyper connectées. Mortel, il n'y a plus de lumière. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Regarde. Je pense qu'on s'est fait. Bah non, ça ferme à... faut bouger. On va bouger. Ok, pardon, ok, t'inquiète. Et du coup, pour moi, le sens, l'engagement, c'est des choses qui sont hyper liées, finalement. Je pense qu'on s'engage par sens. C'est rare qu'on s'engage juste pas, enfin, c'est même jamais, on s'engage jamais parce qu'il n'y a pas de sens pour nous. Et donc, ça a été quoi pour toi, comme du coup la page se ferme pour évoluer sur One to Help, ça a été quoi ton retour par rapport à One to Help? C'est quoi l'impact d'un One to Help? Et si tu peux rappeler un petit peu le concept. Ouais, le concept. Du coup, One to Help, ça a été créé, l'idée a émergé pendant le confinement. Ouais. Donc on était tous enfermés, moi j'étais dans ma chambre et comme je te disais, moi j'ai expérimenté le bénévolat très jeune parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille où en fait on parlait d'engagement. J'ai eu un père qui était très engagé et donc ça fait un peu partie de mon quotidien. Tu parlais de qu'est-ce qui déclenche, mais en fait il y a aussi de la transmission forcément. Donc pour moi c'était évident d'aller donner du temps quand tu avais du temps. C'était évident en tant que privilégié d'aller aider des gens en situation de difficulté pour faire des devoirs. Enfin c'est vraiment une valeur que j'ai eue, la solidarité et l'engagement. Et donc pendant le confinement, j'ai eu envie de m'engager encore plus et j'ai eu envie de m'engager localement. Okay. Et c'est l'une des premières fois où je me suis demandé, en fait, c'était quoi les associations autour de chez moi. Parce que souvent, les associations dans lesquelles je m'étais engagée, souvent, j'avais vu sur des pages Instagram, des pages Facebook, etc. Et donc, j'ai retravaillé le local, en fait, de ma ville de Gonesse. Et là, je suis tombée sur un site extrêmement mal fait. J'ai galéré à contacter l'association. Je voulais aller justement dans les hôpitaux pour les enfants. Il y avait des moments d'activité. Excuse-moi. Du coup, je voulais aller justement avec une association qui accompagnait les enfants dans les hôpitaux. Impossible de les contacter, je passe par mail, c'est horrible le parcours. Et je me dis, mais il y a combien de jeunes comme moi qui ont eu envie de s'engager et qui ont eu tous ces freins-là? Et donc à ce moment-là, j'ai l'idée d'une plateforme 2.0. Et du coup, je réfléchis à un concept. Je rêve d'un concept en fait que moi-même j'aurais aimé bénéficier. J'en parle à Myriam qui a travaillé avec moi, j'en parle à des amis, j'en parle à mon prof de master à l'époque. Et ils me disent c'est super mais ok, comment tu vas faire concrètement? Voilà, donc j'avais pas de moyens, j'ai juste des idées en fait. J'avais juste des rêves. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à contacter toutes les associations autour de chez moi. Et je leur ai demandé pourquoi vous n'avez pas de jeunes bénévoles et pourquoi vous n'arrivez pas à recruter des bénévoles. Et en fait, j'ai analysé plein de freins et d'un côté, j'ai créé ma page Insta parce que One to Help de base, c'était une page Instagram où en fait, on faisait du contenu en lien avec l'actualité, on mettait en avant des associations. Par exemple, on allait parler de harcèlement scolaire, on allait mettre en avant 3 assos qui luttent contre le harcèlement scolaire. Donc ça a commencé comme ça pour construire un début de communauté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des partenariats avec des associations locales. Je fais une dédicace à Bif Maraude, parce que c'est la première association qui nous a accueillis, qui m'a accueillie quand j'étais toute seule au tout début. Et en fait, on a organisé ensemble un défi solidaire, notre premier défi solidaire. Et en fait, on a essayé de financer 100 kits d'hiver, avec du coup une distribution qui allait et une maraude, notamment pour les personnes sans abri. Et c'était pendant l'hiver, qui est un temps un peu important pour ces personnes en situation de difficulté. Et en fait, ça a super bien marché. On a eu plus de 50 inscrits en 2 jours. La cagnotte, elle a explosé. Donc, je me suis dit, OK, en fait, il y a quelque chose de tangible et à faire sur le terrain. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu, les formats défis solidaires. Et tu parlais un peu d'insuffler l'engagement. En fait, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire.
En fait, on se rend compte que les jeunes, ils s'engagent différemment. Ils vont beaucoup moins s'engager dans des grosses associations comme nos faisaient nos parents et nos arrière-grands-parents. Ils ont besoin de se rattacher à des causes, ils ont besoin de terrain, ils ont besoin de tangible, et je dirais même qu'ils ont besoin de pédagogie. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec Born to Help. En fait, pendant 3 ans, on a créé un parcours d'engagement citoyen 2.0, où les jeunes, en fait, ils s'engagent à travers une story Instagram, où en fait, ils viennent sur le terrain. Sur le terrain, ils vont avoir d'autres jeunes qui vont les accueillir. On va avoir ce système vraiment d'intergénérationnel et de mentorat qu'on a créé. Ils vont découvrir une association locale pendant le moment et à la fin, ils vont partir avec des résultats très concrets. Combien de repas ils ont distribués, combien de kits d'hiver on a financé, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on a créé avec le moment convivial du repas qui fait partie du parcours. Donc, en fait, j'ai réfléchi à un parcours citoyen 2.0 le plus adapté, 100% pour les jeunes. Et en fait, l'idée à la fin, c'est vraiment que les jeunes se disent « Ah, en fait, c'est ça l'engagement. En fait, c'est un moment convivial. En fait, c'est impactant. En fait, ça a du sens. » Donc, voilà. Ah, c'est intéressant. Bah, en fait, on fait la même chose. Oui, un petit peu, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant parce qu'en vrai de vrai, moi, c'est un peu ce constat-là, moi, que j'ai eu dans ma vie, c'était de me dire, mais en fait, les assos, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais voyager. J'avais jamais voyagé de ma vie. Je voulais partir faire un voyage humanitaire ou j'en sais rien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait payer. Je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué. Je me suis rendu compte qu'on connaissait rien, qu'en fait, il y avait pas, c'était difficile de trouver des associations, etc., etc. Et quand j'habitais en Colombie, c'était la même chose. Je voulais m'engager parce que j'avais un peu plus de temps que ce que j'ai en règle générale. Et je me disais, bon, bah, je suis en Colombie, j'ai envie d'apporter quelque chose. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, j'ai envie de rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres types de personnes et dans des zones un peu plus compliquées, reculées, ce qu'on veut. Et je cherchais des assos. Et je galérais à trouver des assos. Ouais. Et en fait, tu galères à trouver des assos, tu galères à trouver des contacts. Tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ils ont besoin d'être visibles. Exactement. Ils ont besoin d'être visibles parce que s'ils ne sont pas visibles, comment ils vont vivre ? Qui est-ce qui va leur donner les fonds ? Qui est-ce qui va leur donner justement du bénévolat ? Et du coup, c'est comme ça que moi j'en suis arrivé à me dire, bah, vas-y, on va faire de la photo pour les assos, on va essayer de les mettre en avant, puis bon, bah, maintenant vidéo, etc. Exactement. Mais c'est intéressant. Du coup, vous avez référencé des assos ? Alors pour l'anecdote, ce que j'ai fait au début, c'est que moi déjà j'ai trouvé des partenariats, donc je suis allée voir des assos, j'ai dit bon, on va vous ramener des jeunes. Moi en fait je travaillais beaucoup l'expérience du jeune, donc en fait je travaillais avec l'association déjà ses besoins dans un premier temps, ses formats d'action et surtout les créneaux, parce que par exemple ça fait partie des freins, les jeunes ont beaucoup moins de temps. Et typiquement, leur dire de venir un lundi à 14h, c'est impossible. Donc, nous, on travaille ça. Donc, par exemple, tous nos événements, ils étaient tous les week-ends. Donc, samedi, principalement l'après-midi. Ça fait cliché, mais dire à un lycéen de venir à 9h du matin samedi, la probabilité qu'ils viennent dans un temps de bénévolat, elle est de 0. Donc, on a vraiment créé quelque chose d'adapté. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'avais mis un formulaire, Typeform. Et en fait, le jeune, il mettait un peu ce qu'il préférait, le timing. Et en fait, je répondais à la main. En fait, les gens pensaient que c'était automatique, mais c'était pas automatique. Et en fait, j'ai été dépassée, parce que j'ai eu trop de demandes. Et on a eu aussi une belle récompense en 2021. On a eu un prix avec BPI France. Et du coup, on est passé à la télé. Et donc, on a eu beaucoup de demandes. Et ça a été un moment très désagréable. Parce qu'en fait, c'est un problème un peu de riche, mais en réalité, on n'avait pas du tout les outils pour faire face à toute la demande des jeunes. Donc, c'est marrant quand les personnes me demandent est-ce que les jeunes s'engagent ? Bah oui, en fait, il y a une demande qui est énorme. Ils ont envie. Ils ont envie. Ouais, totalement. Et on est obligé, nous, pendant les événements qu'on faisait, on a été obligé, on limite le nombre de places. Parce qu'en fait, sinon, il y a des anecdotes où on s'est retrouvés à 50 dans un entrepôt et tout, et c'est pas faisable, parce qu'en fait, il y a trop de jeunes qui ont envie, ils ont juste besoin de trouver leur place, de trouver une cause qui les tient à cœur. C'est pour ça que nous, on raisonne beaucoup avec l'actualité. On essaie de parler des sujets qui les touchent. Donc, par exemple, on a un défi sur la précarité étudiante qu'on a fait qui a extrêmement bien marché, parce que c'est un sujet qui les touche, c'est un sujet qui touche peut-être des gens qui connaissent, etc. Ouais. Donc, annuaire des associations à la mano. Et après, on a décidé de se focus sur le terrain. Donc, on avait moins de partenariats associatifs, mais on avait des actions plus récurrentes. Ok. Ça a été quoi le bilan de ça en termes de jeunes ? Est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont vraiment engagés après ?
Qu'est-ce que ça a insufflé finalement le fait que ces jeunes ils découvrent ça? Bah, en fait, déjà, on a une grande partie des jeunes qui se sont engagés dans les associations après. Donc ça, on l'a appris Les associations avec lesquelles vous faites les collaborations. Exactement. Okay. Avec nos associations partenaires, en fait, tu as des jeunes qui ils vont pas, ça va pas forcément être avec toutes les associations, parce qu'il y a en fait, c'est une histoire aussi de matching. Mais par exemple, on a Wassim qui est resté chez Bismarck, là, il y a encore pendant 2 ans. Et on a aujourd'hui, du coup, on a travaillé des nouveaux formats. Donc là, on travaille l'aspect sensibilisation, mais j'ai envie et on espère reprendre les défis solidaires. Ça va être une histoire de temps. Mais on a des jeunes qui nous contactent tous les jours, en fait. Qui nous disent c'est quand on refait, ou c'est quand on fait, ou des jeunes qui vont nous envoyer des connaissances à eux. Donc en fait, c'est vraiment... c'est un endroit, ils ont eu l'impression, en tout cas, on a essayé de tout faire pour qu'ils trouvent leur place. Et on a essayé d'être là pour eux, pour qu'ils passent la meilleure expérience possible d'engagement, pour leur dire que non, c'est pas un obstacle, que les freins, on peut les lever, que les associations, elles sont là pour vous et que c'est à vous de prendre votre place aussi dans ce milieu-là. Parce que le milieu de bénévoles, c'est un milieu de retraités de base. C'est un milieu de plus de 65 ans. Ouais. Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, toi, t'es un peu une facilitatrice, genre. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que tout est compliqué dans le milieu un peu associatif. Aussi bien pour s'engager, pour donner les informations, elles sont difficiles et les associations, elles sont pas forcément très bonnes non plus. Moi, je le vois en termes de communication. Je suis toujours obligé de leur dire, bon, on fait la vidéo, ouais, mais attends, là, il y a une cagnotte pour ça, il y a une cagnotte pour ci. Ouais, mais non, t'es en train de perdre les gens. Ouais. Il faut que ton parcours client, parce que c'est un parcours client, en fait, t'es une entreprise. Même si tu es une association, tu es une entreprise, il faut que ton parcours client il soit simple et facile. Et c'est quoi les premières choses que tu as dû changer? Enfin, en fait, qu'est-ce que toi, tu as pu apporter et faciliter finalement qui a fait la différence de ce qu'une association ne fait pas elle-même? Bah, en fait, c'est intéressant parce qu'on a essayé de le conceptualiser parce qu'on a eu la chance de former plus de 60 associations avec des partenaires sur justement ce qu'on a créé la route de l'engagement. Et en fait, c'est quelque chose qui est très déployé dans les milieux anglo-saxons, Canada, États-Unis. C'est vraiment les associations qui vont prendre le temps de réfléchir à un parcours d'engagement et pas juste j'ai un événement, j'ai besoin de bénévoles. C'est pas comme ça que ça marche. Les bénévoles, c'est des gens qui prennent du temps sur leur temps personnel. C'est des gens qui le font sans contrepartie monétaire et donc ils vont attendre certaines valorisations, certains bénéfices. Ils vont avoir besoin de comprendre clairement ce qu'ils vont devoir faire. Est-ce qu'il y a des compétences clés? Est-ce que vous avez besoin d'un chargé de communication pendant l'événement ou est-ce que vous avez besoin au contraire de quelqu'un qui va faire de la logistique et de la manutention? C'est complètement différent. Et donc du coup on a conceptualisé 4 étapes. Ça passe par l'état des lieux en fait. Qu'est-ce que concrètement l'association a besoin? Ok, j'ai un gala de fin d'année, mais du coup quels vont être les différents postes? Le parcours du coup du recrutement, est-ce qu'on fait après la fiche mission, est-ce qu'on fait un recrutement sur les réseaux sociaux? Est-ce que on passe par des plateformes de bénévolat? Après, quand le bénévole est là, qu'est-ce qu'on lui propose? Quels outils de communication on utilise? C'est vraiment un parcours de recrutement classique, en fait, à ne pas négliger. Et je dirais même que c'est plus important. Il y a l'enjeu aujourd'hui de la formation des bénévoles. Pour moi, c'est indispensable quand un bénévole arrive qu'il a un parcours d'entrée où on lui explique les visions, les valeurs de l'association. Et à la fin, ok, il fait l'action, mais qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il y a un repas dédié aux bénévoles? Est-ce qu'il a de la valorisation sur son CV? Est-ce qu'il y a moyen de faire des lettres de recommandation? Enfin voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de travailler avec OnToHelp. Et on était au début du sujet. On a encore beaucoup de choses à faire. On a encore pas c'est hyper intéressant. Parce que les associations... En fait, moi, je pense que... Moi, je parle souvent... J'essaye de pas trop faire de différence entre... Non, même de différence entre les associations et les entreprises. Parce que là, ce que tu es en train de parler, c'est ni plus ni moins que... Un parcours de recrutement. Parcours de recrutement. Ouais, c'est ça. C'est à la fin, le mec qui bosse. C'est quoi à la fin? C'est son salaire, c'est les tickets resto, c'est tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'associatif, comme c'est bénévole et comme c'est ceci et comme c'est cela, on a tendance toujours à... Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais en fait, non, il faut que ce soit structuré comme une entreprise. Ouais. Et c'en est une. C'est juste à la fin, ça tombe à zéro. Exactement. Les chiffres, mais c'est exactement la même chose qu'une entreprise. Ouais. Donc, il faut que ce soit bien géré. Et donc, les ressources
qu'elles soient humaines ou autre chose, mais en tout cas les ressources humaines, c'est la base de la base finalement. Les associations, elles vivent avec les ressources humaines. C'est elles qui font... Et tu te rends compte que finalement, il n'y a aucun parcours de bénévolat. Et là, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que même dans des trucs, tu vois, moi des fois, tu vois, là, dernièrement avec des potes, je disais, bon, vas-y, il faut que tu récupères de la donnée. Ils ont que des DM Instagram et des machins. Il n'y a pas de données. Je dis, non, il faut faire, à la base, au moins faire un Google Form. Tu récupères les données. Tu demandes si c'est un bénévole ceci, si c'est un bénévole cela, s'il est plus dans ceci. Au moins, tu les catégorises et au moins, tu as de la donnée parce qu'en fait, c'est ça ta richesse. C'est vrai. Après, c'est beaucoup de travail aussi. Ça, la difficulté en tant qu'asso, c'est que tu jongles avec, en fait, comme tu as dit, des enjeux ressources humaines, des enjeux financiers, des enjeux aussi opérationnels de terrain. Donc aussi, c'est dur, je trouve, de trouver l'équilibre. Et donc, nous, on a travaillé avec une fondation qui a formé, on a fait 2 événements, 30 associations avec notre atelier. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, c'était vraiment aussi de la pratique. Et en fait, tu voyais qu'il y avait des éléments qu'elle pourrait mettre en place. Et on accompagnait surtout sur la partie jeunesse, tu vois. Donc, c'était vraiment comment on recrute des jeunes bénévoles qui sont du coup des jeunes compétents, qui sont des jeunes qui vont apporter un regard neuf, qui sont des jeunes qui vont permettre de pérenniser l'association. Moi, c'est quand j'ai créé OneTweb, c'est ce que j'ai vu en fait quand j'ai commencé à contacter des associations autour de chez moi. En fait, j'ai des dirigeants d'associations ou retraités qui m'ont dit en fait mon association va fermer parce qu'en fait j'ai pas de jeunes bénévoles qui vont reprendre l'association. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, non pas juste de recruter des jeunes parce que c'est stylé, mais de recruter des jeunes parce qu'ils vont permettre de pérenniser et en plus qu'ils ont évidemment des compétences que parfois nos seniors n'ont pas ou qui sont différemment. Oui, le monde change. Exactement. Et du coup, c'est quoi l'évolution ? Donc là, Want2Help, ça existe encore ou pas ? Ça existe, on va dire que... Attends, est-ce que je dis ça existe encore ? Techniquement, ça n'existe plus, mais je ne vais pas dire ça, tu vois. Ça va devenir un truc dans l'Institut Citoyen ? C'est ça. Du coup, Want2Help. Want2Help, aujourd'hui, ça a évolué. Je dirais que l'Institut Citoyen, c'est Want2Help 2.0. Okay. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, on travaille cette idée de parcours, justement, d'engagement. Et on travaille cette partie vraiment sensibilisation et c'est ce qui nous manquait aussi avec Want2Help, c'est qu'on arrivait à toucher des jeunes mais on faisait beaucoup de terrain et on faisait très peu de temps de réflexion. Et parfois on avait besoin de les sensibiliser à la cause avant qu'ils puissent agir. Donc on avait testé plein de formats, avec Myriam elle avait fait un escape game, etc. Donc c'est ce que vous faisiez du coup le premier jour d'intégration de Want2Help. Donc toujours l'histoire en fait du jeu, de l'interactif, du moment où en fait le participant il est acteur de la démarche. Et donc en fait moi quand j'ai expérimenté pas mal de jeux, j'ai beaucoup aimé les fresques. Parce que j'ai trouvé que c'était basé sur un jeu de cartes et qu'en fait c'était la base de l'atelier et après on pouvait en faire un peu ce qu'on voulait. Si on voulait créer un système de points, si on voulait créer des débats, si on voulait créer des quiz. Et donc c'est comme ça qu'on a créé le premier atelier qu'on a fait la première fois dans une collectivité auprès de 15 jeunes. Donc on a vraiment été dans cette dynamique de co-construction. Avec Want2Help, on parlait autant de la question des seniors que de la question de l'éducation, que de la question de la précarité. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait, sauf que là, on a un référentiel qui est commun, qui sont les 17 objectifs de développement durable. Donc, qui parlent autant à des associations, à des écoles, à des entreprises, à des institutionnels. Donc, en fait, c'était un peu, Want2Help de manière un peu plus structurée en réalité. Et donc, on a travaillé... Et donc, on a créé ce premier atelier. En fait, tu as 2 phases. Tu as une phase où tu vas découvrir les 17 objectifs. Donc, en fait, on va parler du coup de pauvreté, on va parler de faim, on va parler d'éducation, on va parler d'égalité homme-femme et de tous les sujets qui en découlent. Mais ça, c'est les 4 premiers objectifs. Et ensuite, on va avoir des cartes défis qui sont un peu avec le lien défi solidaire, tu vois. Et ils vont devoir du coup résoudre des défis et réfléchir à des initiatives qui vont porter par la suite. Donc là, en fait, le participant est 100% acteur de la démarche. Et en fait, ils repartent avec des idées de projets hyper concrets qu'ils vont pouvoir mener, soit dans le cadre d'une organisation s'ils sont dans une association, soit dans leur cadre de parcours scolaire s'ils sont étudiants, par exemple. Donc voilà, c'est un peu la suite, c'est un peu l'amont du défi solidaire, on va dire. Ça permet quoi le jeu ? Le jeu, concrètement, ça permet de faire un tas d'illusions. Enfin, le jeu le jeu, pas ce jeu-là. Je veux dire, ça permet quoi le jeu finalement ? La pédagogie par le jeu, ok.
Du coup, la ludopédagogie, donc la pédagogie par le jeu, en fait, moi, déjà, j'ai toujours aimé ça. C'est un peu ce qu'on appelle la gamification qu'on a sur les applis, etc. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet de parler de sujets hyper importants de manière hyper interactive. Et donc, tu peux transmettre des messages puissants. Nous, on parle sur chaque carte, en fait, tu as des statistiques clés. Et en fait, la dynamique du jeu fait que la personne, elle a beaucoup, beaucoup plus de chances de le retenir et de s'approprier le concept. Et donc, ça permet de ça. Ça permet aussi d'avoir cette dynamique de participants. Quand tu fais un Monopoly, il y a tout le monde qui participe. Il n'y a pas des personnes plus ou moins qui vont participer. Tout le monde autour de la table a sa voix et a une voix. Et ça fait un peu cliché sur la démocratie, mais c'est un peu ce qu'on a pendant nos ateliers, c'est que même le plus introverti, il est obligé de participer. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Et on a une dynamique nous, qu'on garde et qui est hyper importante. Moi, je crois beaucoup dans le collectif. Beaucoup dans le collectif. Ouais. Et en fait, pendant l'atelier, ils vont devoir réfléchir à des initiatives sociales, locales, collectives. Et donc, ils réfléchissent en équipe. Et à la fin, il y a un système de vote où ils choisissent le meilleur projet, donc plein de débats, etc. Et ça, c'est hyper important parce qu'ils repartent pas avec « moi, j'ai une idée tout seul ». C'est « ok, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du collectif ». Donc voilà un petit peu. Donc on garde la même dynamique. Juste là, on travaille vraiment la partie sensibilisation. Et en fait, l'idée, c'est de toucher aussi un public qui va pas forcément être intéressé. Donc là, ça nous permet d'aller dans des endroits où on peut parler à des ingénieurs pas du tout intéressés, comme on peut parler à des... par exemple, typiquement, il y a un de nos ateliers qui est un peu des meilleurs souvenirs 2024. On a fait une de nos fresques chez des pompiers, chez des sapeurs-pompiers, avec des jeunes. Et donc, en fait, on parlait d'engagement, donc très intéressant pour la partie pompiers volontaires, sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, on a fait ce moment intergénérationnel et ils ont dû réfléchir à des projets ensemble. Okay. Et donc, en termes de partage d'expérience, partage de bonnes pratiques, partage de leur engagement, c'était très puissant. Je te pose une question bête, pourquoi on appelle ça une fresque ? Ouais, parce qu'en fait, à la fin, tu positionnes les cartes et en fait, ça fait une fresque. Moi, je pensais que vous faisiez des fresques d'aventure. Non, c'est pas ça. En fait, il y a la fresque mère qui s'appelle la fresque du climat. Ouais. Et donc, en fait, ça en découle parce qu'on utilise un jeu de 42 cartes. Ouais. Et à la fin, en fait, tu as une feuille avec des idées de projet. Nous, on a les 17 objectifs qui se créent. Et tu as les défis à chaque côté de la fresque. Voilà. C'est quoi finalement le but de ce jeu-là ? Le but de ce jeu-là, on est vraiment dans un objectif, je dirais, que c'est pas juste un outil de sensibilisation, c'est le passage à l'action. Moi, ça me passionne de comprendre comment tu crées un déclic chez quelqu'un, comment tu crées un passage à l'action en se disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» On sait que les émotions négatives, ça marche. Si demain, tu mets une vidéo très triste, ça peut générer de l'engagement. C'est intéressant parce que du coup, pendant la fresque de l'engagement, on a un moment où on parle de déclic. Et donc, on a des cartes, justement. Et donc, il y a un système de pioche. Et chacun partage qu'est-ce qui a créé ou donné envie de s'engager. Ça peut être, comme je disais, une émotion. Ça peut être un reportage. Ça peut être un documentaire, un podcast. Ça peut être la rencontre d'une personne. Ça peut être le fait de vivre une injustice. Donc, on va vraiment parler aussi de qu'est-ce qui provoque l'engagement. Après, on va parler de qu'est-ce que ça peut t'apporter. Mais le cœur, vraiment, de l'atelier, c'est de parler de toutes les causes. Déjà, ça me tenait vraiment à cœur. Moi, je trouve que les objectifs de développement durable, c'est un super outil qui est très peu utilisé. Il est connu parce qu'aujourd'hui, en termes de communication, en fait, c'est joli, c'est coloré. Mais en fait, le fond, il est très pertinent. Ouais. Le premier objectif, c'est de lutter contre la pauvreté extrême. C'est de dire qu'avant tout le reste, notre premier objectif, ça doit être ça. À l'échelle de la planète et à l'échelle internationale. Et en tant que Français, en plus, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact parce que ça permet aussi de faire un état des lieux de sujets qu'on a l'impression qu'ils sont réglés, mais qui ne le sont pas du tout, en fait, à l'échelle du monde. Et donc, pendant la première partie, on va parler de ces sujets, en fait. On va parler de beaucoup de sujets sociaux et sociétaux. On va faire un lien avec le climat, mais il faut savoir que le climat, c'est l'objectif 13. Et avant, du coup, tu as la pauvreté, tu as la faim, tu as la santé, tu as l'éducation. Déjà, c'est intéressant de voir que le spectre, sachant qu'ils ont été créés en 2015, donc ça commence à faire, ça fait 10 ans maintenant, et ils ont pour objectif d'être atteints en 2030. Donc, le référentiel, il est très intéressant, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et après, ce qui est intéressant, c'est vraiment de repartir avec cette idée de « Ok, maintenant,
on a vu, on a fait un état des lieux du monde. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? D'où la deuxième partie avec les cartes défis qui permet vraiment de résoudre en fait des problématiques. Du coup, la première partie, c'est ta source, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. On va parler des causes, en fait. On va parler de l'engagement. Ensuite, on va parler des causes. On va parler de ta cause à toi. Et après, on va partir sur la carte défi. Et en équipe, ils vont devoir réfléchir à des projets qui vont pouvoir mener dès demain, en fait. Et à ce moment-là, pour les animateurs, on travaille vraiment la partie créativité. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils se mettent pas beaucoup de barrières. On veut que ça soit très concret, c'est-à-dire que dès demain, ils peuvent travailler dessus, mais on veut que ça soit extrêmement ambitieux. Souvent, ils me demandent, mais c'est quoi nos limites financières? Et en fait, on dit qu'il n'y a pas de limites financières. Pas pour le but qu'ils nous disent d'aller sur Mars, mais parce qu'on travaille la partie concrète, mais pour le but qu'ils travaillent leur créativité. Et c'est intéressant parce qu'on a 25 cartes défis, on a 10-12 défis qui reviennent très souvent, et on n'a jamais les mêmes projets. On n'a jamais les mêmes idées. Et ils deviennent quoi, ces projets-là? Bah, c'est toute la question. On est en train de travailler avec les organisations. Donc, nous, on a un kit d'action à la fin qu'on envoie à chaque participant pour commencer à travailler sur son projet. Et nous, on est en train de réfléchir à un deuxième parcours qui va s'appeler la fabrique des solutions. Là, je suis en train de le teaser pour justement accompagner ces initiatives-là. Je dis des projets, mais je parle plus de solutions parce qu'elles peuvent être en lien avec des associations locales existantes, avec la structure dans laquelle ils sont, avec leur école, etc. Et donc, on est en train de travailler ce parcours post et on accompagne aussi les organisations à pousser ces initiatives. Et en fait, c'est intéressant parce que nous, on est contactés par des organisations, des associations, des écoles, etc. Et en fait, à chaque fois, elles nous demandent, on leur envoie aussi un livrable avec chaque projet qui ont été cités. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pousser. Après, on n'a que 2h30. On n'a pas encore le temps de, faire un accompagnement de 6 mois, mais on est en train de travailler dessus. Trop bien. Du coup, là aujourd'hui, c'est les gens qui vous contactent. Comment est-ce que ça, c'est un format qui peut être, par exemple, on l'achète et on fait ça en famille à la maison? Bah franchement, c'est hyper intéressant. Ça serait mon goal. Maintenant, l'atelier, il marche parce qu'il y a un animateur. Ouais. On l'a pas encore conçu pour que ça soit un système un peu de win, gagne et que ça puisse générer des débats. Maintenant, là, on a créé un nouveau jeu qui s'appelle la fraise de la citoyenneté, qui va être justement sur les droits et les devoirs du citoyen. Donc, on parlait des objectifs. La fraise de l'engagement, c'est vraiment large. La fraise de la citoyenneté, c'est très local. On le fait beaucoup en lien aussi avec les prochaines élections. On souhaite vraiment, et la mission, là, c'est vraiment que les participants, et notamment les jeunes, prennent conscience de l'impact de la ville et de leur territoire. Et là, ils sont amenés à réaliser des défis citoyens en lien avec leur quartier et leur ville. Donc, on est vraiment sur une démarche, c'est la fraise de la citoyenneté très, très locale. Voilà, en lien avec les municipales de l'année prochaine, pour que les citoyens, en fait, ils soient totalement acteurs de leur territoire, en fait. Et que ça soit pas quelque chose qui ne leur appartienne pas, parce qu'en fait, en réalité, sur ton territoire, tu as une marge de manœuvre qui est hyper intéressante. Et nous, on prône vraiment un engagement très local. Et donc, ça, c'est le deuxième jeu. Donc déjà, c'est du travail de sortir le deuxième jeu. Et on aimerait, du coup, effectivement, on a plein d'idées d'outils pédagogiques, en fait, hyper innovants. Là, on utilise des cartes, mais après, on utilisera des applis, et puis on utilisera de la VR pour parler de ces sujets qui sont pour moi extrêmement importants. Et en fait, de rendre ça la plus accessible possible et de transmettre ces informations. Enfin, pour donner un exemple, quand on parle de la fraise d'engagement, au début, on parle de la pauvreté dans le monde, on parle de la faim dans le monde. C'est des sujets qui sont très tristes, c'est des sujets qui sont réels, c'est des sujets qui peuvent générer des émotions négatives. Et nous, le fait que ça soit à travers ce moment-là ludique et convivial, ça rend l'information beaucoup plus tangible et plus facile à transmettre. Et à la fin, en fait, vu qu'on a la partie toujours action, ça sera toujours dans nos ateliers, c'est le passage à l'action. Et donc, on réfléchit, et j'aimerais bien avoir un jeu qu'on puisse proposer aux familles. On réfléchit à ça, mais c'est pas encore... c'est dans ma tête, on va dire, mais ça on n'a pas encore travaillé dessus, ouais. Donc, c'est quoi là, si je comprends bien, en gros, t'es en train de créer le pack complet du début à une personne qui n'a pas pour but de s'engager, qui n'a pas pour but de quoi que ce soit, parce que pour le coup, tu n'avais pas Want to Help. Exactement. Parce que du coup, Want to Help, c'était que des personnes qui étaient intéressées, qui étaient intéressées au moins par le truc.
Donc là, tu vas t'essayes d'aller déclencher le truc. Et après, si jamais ils arrivent à créer un projet, toi, tu es là pour accompagner tout le parcours. C'est ça ta mission finalement. Ma mission de vie, c'est ça. C'est vraiment, avec OnTop, j'ai compris que comment créer un espace pour les jeunes et pour un peu moderniser le bénévolat. Là, on travaille en amont. Et après, on va essayer de travailler après sur justement parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous contactent pour monter leur propre projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Comment on les met en relation avec des associations existantes? Nous, on prône vraiment la partie synergie. Moi, je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat social, mais je crois encore une fois dans une démarche collective. Il y a déjà des structures qui existent, il y a déjà des choses qui existent. Tu parlais de facilitatrice, c'est un peu moi en vrai. Moi, j'ai jamais voulu faire ma propre association de maraude. Moi, j'ai voulu mettre en lien avec des associations de maraude. Donc, je crois beaucoup aux synergies et au partenariat. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner aussi les jeunes sur leur territoire à avoir un impact à travers des projets, mais qui soient plus des initiatives portées en lien avec d'autres structures. Tu réponds un peu à ma question, mais je vais quand même te la poser. Pour toi, du coup, c'est quoi le futur des projets? Parce que tu vois, justement, je te disais, pour moi, l'associatif, l'entreprise, pour moi, c'est deux choses qu'à un moment ou à un autre, ça va disparaître et on va devoir faire avec l'un et l'autre, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut entreprendre à mort pour faire des projets impactants. Et je pense qu'il faut que l'entrepreneuriat serve à répondre à des causes et à répondre à des problèmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je pense pas qu'il y ait juste on fait de l'oseille et juste on fait du social. Je pense qu'il faut faire de l'oseille en faisant du social. Et je pense qu'il faut faire du social pour faire de l'oseille ou il faut faire de l'oseille pour faire du social. Mais en tout cas, voilà, il faut que le truc s'imbrique. Ouais. C'est quoi ta vision là avec ce que tu vois et tous les projets qui naissent et que vous allez sûrement accompagner, etc. C'est quoi pour toi le futur des projets en général? C'est dur comme question. Ou c'est quoi la structure en tout cas? Ouais, c'est quoi la structure? Moi, je suis pas devin, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que les associations, il y a une crise de financement. C'est très compliqué aujourd'hui. Aussi, quand on parle d'associatif, on mélange parfois des associations nationales, les associations locales de quartier. Elles ont des fonctionnements qui sont complètement différents. Ouais. Dans tous les cas, il y a une crise du financement. Il y a une crise du financement qui est publique aussi, et en tant que citoyen, on l'observe au quotidien avec les aides qui se réduisent et des initiatives qui s'arrêtent, comme le Pass Culture, etc. Donc, on voit en fait ce qui est en train de se passer. Moi, de base, je suis dans une dynamique pas du tout lucrative. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec... j'ai un rapport à l'argent qui est un peu... comment dire ? En fait, tout ce que j'ai fait, moi, de base, j'ai jamais pensé à l'argent. Je l'ai fait avec une certaine innocence. Je l'ai fait aussi avec une forme de privilège, en réalité. Et aujourd'hui, je pense différemment. Et c'est pour ça qu'aussi le projet, il a évolué. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépendre que d'une ou deux structures qui nous financent. Aujourd'hui, il faut créer un modèle qui soit hybride, qui soit impactant pour pouvoir aller loin et aller vite aussi. Parce que le temps, en fait, aujourd'hui... les timings, notre rapport au temps, il est différent. Maintenant, en un an de projet, il y a des gens qui passent des associations locales à une association nationale. Avant, ça se faisait pas. C'est des associations qui avaient 10, 15, 20, 30 ans. Donc moi, je crois qu'il va y avoir des systèmes hybrides. Je pense qu'aujourd'hui, le financement associatif, il est pas du tout à jour par rapport à ça. T'as juste à le voir en termes juridiques. Aujourd'hui, les associations, elles sont construites avec un rapport complètement désintéressé. Elles sont construites comme des associations locales, en fait, le juridique, tu vois, en termes de financement hybride, etc. Moi, je pense que ça va arriver. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'associations qui vont payer de la TVA. Il va y avoir des modèles hybrides. Il y a déjà des modèles hybrides qui existent. Il y a beaucoup d'associations nationales qui ont leur propre structure d'entreprise pour financer justement des actions. Nous, on est en train de travailler vraiment ce sujet-là aussi pour pouvoir avoir un impact sur du plus long terme. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a des ateliers aussi de sensibilisation pour l'engagement des collaborateurs qu'on propose à des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une fresque qu'on fait en entreprise, ça nous finance 3 fresques auprès des jeunes en établissement scolaire. Ah ouais. Donc, on est en train d'essayer, on est au tout début du modèle, et on est en train de voir comment le privé peut nous accompagner, parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Eux-mêmes sont sensibles, commencent à vouloir travailler le sujet. Et donc, on va essayer de nous les accompagner parce que c'est pour justement être sur le terrain. Donc, mais on est au tout début du process. Ouais. Là, les entreprises avec qui vous avez pu bosser ou qui vous avez eu des demandes, etc.,
C'est quoi, il le voit un peu comme un truc genre team building, il le voit comme un... Exactement. En fait, il le voit comme un moyen tangible de parler d'engagement. Ok. Pendant un moment convivial qui sort du cadre classique d'une conférence ou d'une formation. Ils vont avoir un moment où les équipes, elles vont jouer, elles vont parler de leur engagement, elles vont réfléchir à des initiatives qu'elles vont porter dans l'entreprise. Parce que ça aussi, c'est l'entrepreneuriat, c'est qu'en interne, il y a des gens qui sont engagés sur le sujet, qui vont en interne de leur entreprise essayer de mener des actions. Exactement. Ça peut être local en finançant des kits pendant une période, ou ça peut être en finançant des structures associatives, etc. Et donc, moi, je pense que le privé, il est au cœur déjà de ces sujets. Moi, j'ai aussi une casquette RSE, donc c'est pour ça que je connais tous ces sujets-là. Et donc, ouais, c'est vraiment des moments de team building et c'est aussi des moments de formation, en fait, pour parler des objectifs de développement durable, pour parler de santé, pour parler de pauvreté, et aussi pour parler de qu'est-ce qu'ils peuvent faire en interne pour contribuer à ces objectifs-là. Les entreprises, elles sont challengées parce que les réglementations, elles évoluent. Ouais. Voilà. Sur la partie, là tu veux dire sur les parties RSE, etc. Ouais. Ouais. Et notamment la partie, il y avait beaucoup d'enjeux sur la partie, au tout début on parlait des enjeux de CO2, décarbonisation, bilan carbone. Aujourd'hui elles sont challengées sur des questions sociétales, sur des questions de diversité, sur des questions non plus juste de parité, mais qu'en fait il y a une inclusion sur la question du handicap, sur la question du social et du sociétal. Comment une entreprise implantée dans une ville aide des jeunes de la même ville. Donc c'est des questions aujourd'hui que les responsables RSE se posent et notre atelier est aussi en lien avec ça parce que, encore une fois, c'est la dynamique collective de passage à l'action. C'est intéressant. Tu penses que les entreprises, elles sont... Moi, je crois beaucoup que les entreprises, elles vont avoir un rôle énorme dans tout ça. Est-ce que tu penses qu'elles sont finalement accompagnées dans ce sens ? Parce qu'on crache toujours sur les... Moi, le premier, on crache sur les grosses entreprises, etc. Ils font rien, etc. Mais bon, moi, j'ai quand même travaillé un peu, j'ai fait des prestats à la défense, j'en ai fait des trucs, et j'ai parlé avec des gros responsables de tout ça, mais bon, ils vivent un peu dans une autre bulle, ils savent pas vraiment ce qui se passe, on leur donne peut-être pas les clés. Est-ce que finalement, toi, c'est pas une solution à tout ça ? Ouais, après, solution. Les entreprises, elles sont dans une démarche... elles ont un objectif lucratif. Ouais. Donc, elles le feront quand, d'un point de vue financier elles s'y retrouveront. Soit par le respect de la réglementation, donc ça c'est de la contrainte, mais ça marche. Ouais. Soit par l'incitation, avec typiquement en France, on a la chance d'avoir des enjeux de défiscalisation quand tu fais un don à une association. Ça fait partie de notre droit national, c'est pas partout. Et ça permet à soit des citoyens qui ont un surplus, qui ont de l'argent, qui ont envie d'investir et qui, au lieu de penser à leur intérêt privé, vont penser à l'intérêt collectif, soit les entreprises de mettre une partie de leur chiffre d'affaires dans des associations qui en ont besoin. Donc après, il y a beaucoup de critiques sur ce système. Moi, je suis pas idéaliste du système. Maintenant, est-ce que les entreprises elles vont avoir un rôle à jouer ? Oui. Est-ce que les entreprises elles permettent aujourd'hui à les assos de vivre ? Oui. Maintenant, je pense que la question à se poser, c'est... Moi, j'aime bien aussi nuancer. En fait, la chance que j'ai, c'est que dans mon travail, je ne rencontre que des gens. En fait, quand j'organise un atelier ou que j'organise un événement, moi, je travaille avec des gens qui sont déjà dans le sujet, qui sont déjà engagés. Donc, en fait, j'ai des gens avec qui ça se passe très bien et qui ont envie de faire leur part. Après, à l'échelle du groupe, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux d'impact environnemental, il y a des enjeux de production en Chine. Il y a enfin, voilà, on est au tout début encore. Mais je crois que par la réglementation et aussi par les consommateurs et les citoyens, aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de stratégie RSE, c'est une entreprise qui voit ses ventes diminuer. Ouais. Aujourd'hui, il y a des marques qui se créent, qui sont 100% naturelles, qui sont éthiques, qui respectent l'environnement, qui respectent les êtres humains et qui vont avoir une part de marché supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ça fait partie des exigences. Ouais. Et je pense que c'est surtout... Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est quand le peuple, en fait, quand les citoyens vont décider de mettre des exigences, c'est là où les politiques publiques et les entreprises vont être obligées de suivre, en fait. Et ça, comment tu changes ça ? Tu penses que justement, à travers insuffler de l'engagement... Comment tu changes ça ? Tu travailles la partie... comment tu changes ça ? C'est une bonne question. Moi, je pense que chacun
J'aime bien la phrase on ne naît pas citoyen, on le devient. Tu vois, c'est un peu notre leitmotiv avec l'Institut citoyen. En fait, je crois qu'il faut apprendre à chacun, individuellement et collectivement. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à refaire société. En fait, moi, c'est en réalité, je travaille beaucoup ce sujet. De base, je suis une passionnée de sociologie, moi. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là. En fait, c'est de recréer du collectif. Les défis solidaires, nos ateliers, c'est juste des moments collectifs en réalité. Ouais. Juste, on utilise le jeu de cartes, où on va te mettre en lien avec une association locale. C'est un moment où tu vas être obligé de discuter, d'avoir des interactions et de te positionner dans le collectif, de trouver ta place dans ce collectif. Et donc, je crois que, et j'espère, et je pense que les citoyens qui vont avoir, et chacun d'entre nous, quand il va avoir conscience de la force de ce collectif, c'est très idéaliste, mais je crois que ça peut être très puissant pour la suite. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu peux avoir le discours, tu vois, un peu plus réaliste, qui est pas le mien, hein, mais très réaliste dans le sens, les gens, ils ont pas le temps, ils bossent, c'est la galère, à la fin du mois, il n'y a pas forcément, faut faire 40, 45 heures pour truc, il y a aller chercher les gosses, il y a ceci, il y a plein de réalités. Et j'ai pas le temps de m'engager, j'ai pas que ça à foutre. Et c'est comme les enjeux de la planète, et c'est comme les enjeux climatiques, et c'est comme tous ces enjeux. En mode, j'en ai rien à foutre, frère, je vais acheter ça parce que ça coûte moins cher, parce que j'ai pas le choix. Ouais. Et c'est une réalité, et je pense que c'est la première réalité qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Nous deux, je pense qu'on est des grands utopistes et des grands idéalistes. Ouais, c'est ça. Mais justement, comment on fait pour vivre dans tout ça ? Moi, on me le reproche à des moments. Moi, je pense que j'essaye en tout cas de faire avancer les choses. Et en tout cas, moi, je fais avancer les miennes. J'arrive à vivre. Je viens pas de la merde, mais en même temps, personne ne m'a rien donné, donc je me débrouille. Donc, comment on fait pour jauger tout ça ? Tu vois, tout à l'heure, on parlait, juste avant d'allumer la caméra, on parlait de... T'aurais pu t'arrêter aux fresques, mais tu veux faire plus. Tu veux faire plus parce que ça a plus d'impact pour toi, ça a plus de sens pour toi. On va en parler. Mais du coup, comment on fait à quelqu'un qui est dans ce système et qui est bloqué, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour l'engagement ? Est-ce que ça doit revenir au cœur tu vois, de l'entreprise, au cœur de... Comment on fait pour... Est-ce que tu as un avis ou tu as une réponse là-dessus ? J'ai un avis, mais comme tu as dit, c'est un peu utopiste. Mais moi, je crois que l'engagement, il doit revenir au cœur de tout. Ouais. Et je parlerais même plutôt de solidarité. Ouais. L'engagement, c'est l'acte en fait de se mettre et de recréer la solidarité. C'est plus la mise en action, l'engagement. Mais la solidarité, en fait, c'est de recréer du lien. Et pourquoi je crois que l'engagement, c'est puissant ? Parce que c'est des endroits où il y a des systèmes de valeurs qui sont communs. En fait, quand tu fais du bénévolat, tu rejoins une association avec qui va agir sur une lutte qui te tient profondément à cœur, soit parce que tu l'as vécu, soit parce qu'un proche l'a vécu, soit parce que tu es profondément empathique avec le sujet. Pendant l'atelier, on te demande, et tu as des réponses parfois, tu as des personnes qui vont te dire c'est le handicap, tu as des personnes qui vont te dire c'est la question du climat parce que j'ai de l'éco-anxiété et que j'arrive pas à m'imaginer dans 100 ans avec mes petits-enfants. Donc en fait, chacun a sa propre sensibilité et son propre rapport au monde, c'est vraiment ça. Et donc, moi, je crois qu'il faut recréer du collectif. Je crois qu'il faut refaire ensemble. Alors, il y a plein de structures qui existent. Il y a des gens qui passent par la culture, il y a des gens qui passent par l'art, la musique, la création de contenu pour recréer du lien. Et moi, je crois que c'est l'engagement, c'est le fait d'agir pour une cause qui te dépasse, qui est en réalité, comme on dit, c'est vraiment une goutte d'eau face à un incendie, en fait. Mais je crois qu'on va recréer du lien à ce moment-là. Moi, j'aime pas dire qu'on va changer le monde. Je parle jamais de ça, tu vois. Même les jeunes qu'on a accompagnés, j'ai jamais dit « vous allez changer le monde ». Je trouve que c'est très violent de dire ça quand la réalité, elle est beaucoup plus sombre. Par contre, je crois qu'on va retrouver du sens, en fait, dans nos groupes sociaux et aussi dans nos villes, en fait, dans nos territoires, où en fait on va recréer du lien avec les associations de nos territoires, comprendre qu'en fait les élections municipales, elles sont aussi importantes que des élections présidentielles. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions en France sur plein de sujets. On divise beaucoup aussi la question des quartiers populaires et de la ruralité.
Et en fait, je crois qu'on fera lien avec de la solidarité. Et je pense qu'il faut recréer de la solidarité vraiment à l'échelle de son voisin. Et du coup, la solidarité, c'est l'engagement? Bah, moi, je passe par l'engagement parce que ça, comme je te disais, c'est le fait d'agir sur une cause. Quand on va faire notre défi solidaire, en fait, il y a 30 jeunes qui sont là pour la même raison. Et ça, en termes de connexion, c'est très fort. Parce que tu es dans un système de valeurs qui est commun. Maintenant, ça passe par plein de choses. Ça passe par aider ton voisin, ça passe par se dire bonjour. Moi, je pense que l'engagement, ça fait partie d'un parcours en fait de citoyen, mais il y a plein d'autres manières de créer de la solidarité. Quand tu fais un repas et que tu touches ton voisin et que tu donnes un repas, c'est du lien social en fait. C'est aussi de refaire collectif. Et la société aujourd'hui, elle nous a un peu aliénés dans ça. Tu vois. Et en fait, à l'époque, les fêtes des voisins, c'était les fêtes de quartier, que ça soit dans la ruralité ou dans les milieux populaires ou même dans les grandes villes, ça faisait partie d'un parcours classique en fait, où on connaissait nos voisins, où voilà, on osait demander. Aujourd'hui, il y a aussi une forme de tension qui se crée entre les uns et les autres. Et je pense qu'en tout cas, le bénévolat, l'action collective, les fresques, c'est juste des moyens pour se reparer en réalité. Du coup, le podcast, je l'ai appelé Sens. C'est justement parce que je pense que tout le monde est un peu en quête de sens et je pense qu'on a tous perdu un peu cette connexion avec le sens, tout simplement. On travaille pour l'argent, on travaille pas pour le sens. On fait ça pour ça et on fait pas forcément parce que ça fait du sens pour nous, pour rentrer dans le moule ou pour rentrer dans tout ça. Est-ce que finalement, et tu l'as dit, chaque personne a sa perception du monde. Ouais, c'est-à-dire pour eux, le truc le plus grave, c'est le handicap dans le monde. Pour d'autres, c'est la guerre, je sais pas où. Ouais. Et est-ce que finalement, est-ce qu'à travers ton jeu, finalement, c'est pas justement se reconnecter au sens de chacun et du coup que chacun se rende compte à travers justement les problématiques qui se passent dans le monde, c'est de se dire attends, mais en fait pour moi ce qui fait sens c'est je sais pas, la cause des enfants. Et du coup se rendre compte que en fait c'est dans ça qu'il faut que j'aille. Exactement. Moi comme je te dis, alors effectivement, je pense qu'on a tous notre rapport au monde, on a tous notre sensibilité. Parfois, une action, une mission de bénévolat, elle peut se déclencher, comme je te disais, à travers un témoignage, d'un reportage. En fait, tu te rends compte que à cet endroit-là du monde, il y a ce sujet. Parfois, c'est demain, tu passes à côté d'une personne sans abri et tu lui donnes à manger et ça crée un lien et ça te crée une empathie. J'écoutais un autre podcast qui s'appelle Transfert et justement c'était l'histoire d'une jeune fille qui a hébergé pendant plusieurs années un jeune en situation irrégulière et en fait ça a créé une amitié, ça fait presque 5 ans qu'il vit avec elle et il a passé aujourd'hui sa licence professionnelle et tu vois il l'a accompagnée. Moi tu vois c'est typiquement des histoires auxquelles je crois profondément. Je crois pas en l'individualisme. Pas du tout. Moi, je crois vraiment au fait de refaire collectif. Et effectivement, dans le jeu, en fait, tu as ce moment de débat où chacun va parler de ses propres sensibilités. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'objectif. On va parler du référentiel qui est commun, qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais à travers, justement, les cartes qu'ils vont piocher, ils vont parler de leur propre sensibilité. Et qu'est-ce qui les anime vraiment ? Parce que, comme je te dis, je ne crois pas qu'ils vont changer le monde. Demain, si tu es touché par la question du handicap parce que tu as un proche assujetti, un proche qui est touché par le sujet, l'idée, c'est pas de dire que tu vas régler la problématique du handicap, mais l'idée, c'est de trouver du sens, en fait. Je pense qu'on a besoin de ça parce qu'en fait, il y a des problématiques qui nous dépassent. En réalité, tout est en train d'un peu de nous dépasser. En tout cas, moi, individuellement, moi, ce projet, il est aussi d'un hommage à mon père et je ne trouve du sens que dans ça. Je ne trouve pas beaucoup de sens dans la politique nationale. Je ne trouve pas beaucoup de sens dans mon métier que j'aurais pu faire dans une grande entreprise. Je trouve mon sens dans les petites actions, mais dans des actions qui restent collectives. Voilà. J'allais te poser, c'est quoi ton sens à toi? Voilà. Quoi à mes questions avant. C'est ça. Génial.
C'est quoi aujourd'hui les next steps ou c'est quoi la vision finalement future de l'Institut Citoyen? La vision future, l'idée c'est de créer les meilleurs outils pédagogiques pour sensibiliser à l'engagement et à la citoyenneté. On a travaillé cette première fresque de l'engagement durable. Là, on crée la fresque de la citoyenneté. Le but, c'est vraiment que l'outil de la citoyenneté, on appelle ça un peu le grand jeu de la citoyenneté, il soit déployé sur tous les territoires. Là, nous, on travaille je ne l'ai pas précisé, mais on a deux manières un peu de fonctionner. On a une manière où on va arriver et on va faire un atelier, on va animer un atelier de A à Z, mais on forme aussi à l'animation de l'atelier. Donc, on commence à avoir des partenaires en région qui, justement, vont relayer l'outil, ils vont s'approprier aussi. Donc, par exemple, on travaille avec le Crous, typiquement, et on a formé nos 12 premiers animateurs, qui sont 12 tuteurs étudiants, accompagnés par le Crous, qui vont eux-mêmes réaliser l'atelier auprès de 15 autres jeunes. Donc c'est vraiment un système d'impact. Nous, ça nous permet d'avoir un maximum d'impact parce que l'outil, l'idée, c'est qu'il touche un maximum de gens et qu'on a un maximum de participants. Et donc voilà, donc là l'idée c'est de se déployer en Île-de-France et partout en France. On est en région depuis janvier et on a des demandes beaucoup auprès des missions locales, des associations, des entreprises, des établissements scolaires. Donc voilà, la capacité pour nous c'est d'aller partout et de concevoir les meilleurs ateliers possibles. Donc là on a la fresque de l'engagement durable, le grand jeu de la citoyenneté et on réfléchit à plein d'autres ateliers qui seront en lien avec des problématiques qu'on pourra observer par la suite. Voilà. C'est quoi vos besoins court terme? Besoins court terme, franchement des partenaires qui veulent tester l'atelier. Ouais. Des partenaires qui veulent tester l'atelier, qui veulent voir comment ça se passe. Donc on organise des sessions découvertes. Okay. Sinon on peut se déplacer, organiser un premier atelier. Et aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent relayer le projet, en parler à une asso, etc. Et même être formés. Aujourd'hui, on forme beaucoup dans les associations et dans les établissements scolaires. Mais j'espère d'ici quelques mois avoir une formation un peu grand public pour si toi, Adrien, en fait, tu as envie d'avoir le jeu et de le déployer soit avec des potes, soit dans une asso avec qui tu bosses déjà, que tu puisses aussi te former et qu'on puisse t'envoyer le jeu aussi. Et comment, du coup, c'est très capitaliste, mais comment tu récupères quelque chose de ça? Le fait que tu formes les autres et tu donnes le jeu. On récupère rien. Okay. En fait, on vient, on se déplace pour la formation. Ce qui se passe dans les organisations, c'est qu'il y a une licence droit d'auteur, en fait. Et après, à ce moment-là, il y a une cotisation qui est demandée, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Donc, voilà, mais pas ça. Mais ouais, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en gros, en off, c'est que la fresque du climat, il demande 3,50 € par participant. Okay. Mais on ne l'a pas encore mis en place. On est au tout début. Donc pour l'instant, je forme gratuitement. Mais sinon, ça marche comme ça. Ça marche en... Exactement, tu dois une cotisation. Ouais, tu dois une cotisation. Non, mais c'est intéressant. Un système d'adhésion. C'est intéressant. Je trouve pas que ce soit... Je trouve même justement qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais juste le problème, c'est qu'on ne croit pas trop dans ce modèle-là parce que y a des gens qui déclarent pas. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui déclarent pas les participants? Oui, non, après c'est une question d'éthique. Tu vois. Ok. Donc est-ce qu'on fait pas un système d'adhésion? En fait, toi, Adrien, si t'as l'outil, tu payes une adhésion par an et on te laisse l'outil. Ce qui nous permet aussi de mesurer que l'année d'après, t'es plus en capacité. Et en fait, t'as les animateurs qui sont bénévoles et t'as les animateurs qui sont professionnels. Okay. Donc là, on en a formé. Et ça, c'est des animateurs qui interviennent au nom de l'Institut Citoyen. Ok, cool. Voilà. Est-ce que t'as une... Je suis sur ce sujet-là, là, j'étais en train d'écouter un podcast l'autre jour sur ça. Moi, c'est toujours ma grande question, comment on mesure l'impact? Il y a des gens qui ont trouvé des solutions, mais chaque projet est toujours un peu compliqué. Comment on mesure l'impact de ça? Comment on mesure l'impact de ça? On a plusieurs indicateurs qu'on a mis en place. Notre premier impact, nous, c'est vraiment le nombre de participants. Donc l'idée, c'est de faire l'atelier, de faire un maximum d'ateliers auprès d'un maximum de participants.
Et évidemment, notre deuxième impact, c'est le taux de satisfaction de l'atelier. Donc ça, c'est hyper important. Parce que l'idée, c'est pas de former 1000 personnes et qu'il y ait 10 personnes qui ont aimé. Et quand je dis taux de satisfaction, c'est qu'est-ce que concrètement ça leur a apporté, si les objectifs pédagogiques ont été réalisés. Et ensuite, le troisième indicateur qu'on est en train de mettre en place, en fait, là, on a atteint les 1000 participants au mois de février. Depuis septembre. Bien. Et voilà, donc tu vois, on va plus vite, on va encore plus vite que les années passées. Et là, on est en train de mesurer justement sur les initiatives qui vont être portées post-atelier. Okay. Donc l'idée, c'est de voir si, en fait, à travers un atelier, il y a 35% par exemple des participants, j'ai un chiffre au hasard, qui vont travailler et mener les initiatives. Donc c'est pour ça qu'on a créé un kit d'action qu'on donne à chaque fin d'atelier pour les participants, pour qu'ils puissent vraiment aller plus loin. Nous, on n'a que 2h30. On est en train de voir comment on peut proposer. On est en train de faire un programme sur plusieurs semaines, mais aujourd'hui, on a des sollicitations sur des temps courts. Donc, comment, avec ce temps court, on peut avoir un maximum de résultats. Pourquoi c'est 2h30 ? C'est quoi ? C'est un format que c'est le format d'atelier, ouais, format exactement. Atelier, okay. C'est le format atelier fresque classique, en fait. Ok. Voilà. Cool. Si tu avais une association devant toi, qui est dans quoi que ce soit, je vais penser par exemple, si tu as besoin d'un cas concret dans ta tête, on peut penser à une asso au Sénégal pour mes amis qui me regardent. Mais c'est quoi le conseil dans ta vision que tu as là sur l'engagement, sur tout ça ? C'est quoi le conseil que tu donnerais à une asso pour se développer ? Pour se développer ou pour avoir plus d'impact. Okay. Tu dis pourquoi, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais ? Déjà, moi, je suis en plein dans l'aventure, donc j'apprends plus que je donne. Non, mais je conseils. trouve que justement, toi, tu as une vision. En fait, toi, tu as décortiqué un morceau dans l'associatif. Tu vois, dans l'associatif, tu as le projet, donc tu as le fond du projet. Pour mes potes qui aident dans l'handicap ou dans des choses comme ça. Bon, le fond, c'est soigner des enfants, c'est accompagner à s'indépendantiser. Mais sauf qu'il y a tout plein de trucs derrière. La gestion de l'argent, trouver des fonds, le bénévolat, la com, la gestion humaine, bref, il y a 1 million de trucs. C'est beaucoup des projets où finalement, moi, en vrai de vrai, les 90% des projets avec qui je bosse au Sénégal, souvent, les personnes qui travaillent dedans. C'est des employés. Donc souvent la guerre c'est plutôt aller chercher des fonds, et du coup souvent les fonds c'est des bénévoles qui vont aller le chercher, ou c'est les mamans, ou c'est les familles, etc. qui vont aller chercher. Justement, toi t'as décortiqué, je trouve, tout ce côté engagement, tout ce côté bénévole, tout ce côté tu vois là, à travers la fresque tu as réussi à décortiquer. Je trouve ça hyper intéressant en fait d'aller décortiquer ces choses là. Donc tu as forcément, dans la structure de l'association, je me doute, on est tous un peu en galère, mais c'est quoi comme conseil que tu donnerais justement sur cette partie-là ? Moi je dirais, moi il y a un outil que j'utilise pour l'impact et pour le développement. J'utilise vraiment de la vision et de la feuille de route. Je trouve ça très important de se poser la question dans 5 ans où on est concrètement en tant qu'association et en termes d'impact et d'être hyper réaliste. L'idée, c'est pas de... Alors, il faut un peu d'ambition et un peu de rêve, parce que ça fait partie de la dynamique quand on monte un projet qui soit associatif ou entrepreneurial. Mais vraiment, concrètement, quels sont les objectifs et les actions clés en fait, qui vont te permettre d'atteindre cette vision-là. Ça fait un peu développement personnel, mais en réalité, dans le travail, c'est vraiment ce que je fais. En fait, je travaille vraiment la partie gestion de projet. Donc, OK, aujourd'hui, on a envie que la Fresque de la Citoyenneté, elle soit dans toutes les villes de France. OK, c'est super de dire ça. Mais concrètement, ça veut dire qu'au bout d'1 mois, il faut qu'on ait 3 villes partenaires. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur les 3 villes partenaires. Et on va pas faire 20 projets en même temps. Et c'est ce qui peut manquer aussi dans parfois l'engagement, l'entrepreneuriat associatif. Mais après, c'est large l'entrepreneuriat associatif, parce que comme je disais, il y a des petites assos, il y a des assos différentes. Mais la question en fait de l'objectif clair et de l'impact en fait. Et après, je dirais, franchement, moi j'aime beaucoup la feuille de route. Je fais une dédicace à Myriam parce que c'est elle qui m'a amené tout ça. Et en fait, ça me permet vraiment de voir très clair sur en fait quels sont mes objectifs dans 5 ans, quels sont mes objectifs dans 3 ans, quel est mon objectif à l'année et quels sont mes objectifs dans les 3 prochains mois.
Enfin, moi, je les ai déjà. Après, les faire, c'est autre chose. Mais en tout cas, je sais exactement vers où je vais. Évidemment qu'il y a le mouvement et que dans l'associatif, il y a plein d'enjeux qui sont financiers, il y a des contraintes, etc. Et aussi, ce que je peux dire, et peut-être ça peut être intéressant, c'est que moi, j'ai commencé l'associatif avec beaucoup de naïveté. J'ai commencé sans fonds. C'était que mes fonds propres. Et à l'époque, j'allais voir des assos, ils disaient « Ouais, je vais faire ça, je fais ça. Tous les samedis, on fait des événements. » Et les assos me disaient « Mais tu fais à l'envers, toi, tu fais des événements, après tu vas demander de l'argent. » Mais en fait, à un moment, on demande de l'argent pour faire les événements. Donc, j'ai fait ça et je ne le referai pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'assos qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup d'associations de maraudes qui vont faire financer des bénévoles, etc. Je le referai plus parce que sur le long terme, tu peux pas tenir, en fait, c'est extrêmement fatigant. Là, aujourd'hui, on peut faire, on a des entreprises qui vont nous accueillir pour un atelier, et comme je te disais, ça nous permet de réaliser 3 ateliers gratuits pour un public qui pourrait pas qui pourrait en bénéficier. Donc, en fait, l'impact, il est beaucoup plus puissant. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, c'est comme ça que tu t'es lancé. Oui, exactement. C'est ce qui a fait la beauté du... Non, mais j'ai pas de regret. En fait, moi, j'ai quand même je suis d'accord avec toi, hein, parce que pour que ce soit pérenne, il faut aller chercher l'argent. Ou en tout cas, il faut chercher le système économique avant même de faire quelque chose. Mais à un moment, tant que tu t'es pas lancé, en fait, des fois, il vaut mieux se lancer, même sans argent. Oui, exactement. J'en ferais pareil. Ouais, oui, voilà. J'en fais pareil. Parce que c'est comme ça, en fait. Il faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer, et même s'il n'y a rien, etc. Après, de toute façon, tu te trompes et tu te comprends. Et tu as raison de le dire, parce que... Ouais, et j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je savais pas ce que c'était un... Mais en même temps, voilà, faut pas... En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut pas attendre ça pour commencer. Oui, ça, c'est vrai. Il faut commencer. Non, ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, encore plus aujourd'hui, avec peu de moyens... après, ça dépend des ambitions, ça dépend des projets, etc. Mais moi, j'ai commencé avec une page Instagram, un formulaire Google Form et des appels avec des assos. Donc, en fait, c'est totalement faisable. Ouais. Oui, non, c'est ça. C'est faisable avec encore moins de structure que ça. Ouais. C'est quoi ton message à la jeunesse? C'est quoi mon message à la jeunesse? Mon message à la jeunesse... Je dirais déjà, j'aime bien parler des jeunesses, parce qu'on n'a pas qu'une seule jeunesse. Et je dirais, si je devais parler à des petits frères ou des petites sœurs, je leur dirais qu'ils sont profondément légitimes. Je leur dirais que c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2025, tu vois, pour faire la référence. Et je dirais qu'on va essayer de tout faire pour... ramener... Attends, je réfléchis. C'est dur comme question. Pas ramener de la joie, mais je dirais... Ouais, donc, le message clé pour la jeunesse, je leur dirais... Attends, je réfléchis. J'aurais un truc de... Attends, j'ai du mal à dire. Un truc de... en fait, on s'engage pour que vous engagez pas par la suite. Tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. Ok, c'est bon, je l'ai. Du coup, message pour la jeunesse, pour nos petits frères et nos petites sœurs, je dirais que ils sont légitimes. Et je leur dirais qu'on va essayer d'avancer et de faire notre place pour qu'ils n'aient pas à faire la leur. Je dirais que, en fait, vraiment de prendre leur place dans cette société. Je leur dirais de continuer à s'indigner, de continuer à se révolter. Et je pense que la jeunesse et les jeunesses vont être la pierre angulaire de beaucoup des futures crises qui vont arriver, si ce n'est pas déjà le cas. Et je pense que dans les élections, ça va peser. Je pense que dans les élections locales, ça va avoir un impact. Je pense qu'au sein des milieux associatifs, ça va avoir un impact. Je pense que la jeune génération, elle a beaucoup, beaucoup à nous apporter. Et moi, même si je suis considérée comme jeune encore, je fais un lien avec les beaucoup plus jeunes que je trouve encore plus... que je trouve indignés, que je trouve hyper créatifs. Et je pense que c'est une génération qui va encore beaucoup nous apprendre. Je pense qu'on est qu'au début du changement.
Voilà. Pourquoi tu penses que c'est difficile à 20 ans, en 2025? Parce qu'on est dans un climat, on est dans des réalités sociales, sociétales, économiques, à l'échelle du monde qui sont extrêmement... J'aime pas dire anxiogènes, parce que ça fait comme si c'est que de l'angoisse, mais c'est extrêmement anxiogène. Et en fait, on le voit sur les ados qui ont vécu le confinement. Déjà, sur un impact d'un adulte, c'était un sujet, sachant qu'on fait partie aussi des privilégiés de ce monde, quand même, il faut le dire, à l'échelle à l'échelle internationale. En fait, la question climatique, par exemple, c'est une question qui, en termes d'essence même de l'humanité, elle pose des questions. On a des jeunes de 16 ans qui parlent de fin du monde. Et je discutais de ça avec un élu senior de ma ville, et il me parlait de les retraites. Et il me disait, je comprends pourquoi il n'y avait pas de jeunes au tout début de la manifestation pour les retraites. Ça date de 2019. Et je lui disais, mais en fait, vous avez en face de vous des lycéens qui sont dans leur âge d'enfance, adolescence, qui vous parlent de fin du monde. C'est des jeunes qui conçoivent la fin de ce qu'ils vivent. Donc en termes de rapport au monde, c'est bouleversant. C'est complètement différent. Et en fait, pour les générations plus âgées, pour eux, la retraite, l'entrepreneuriat, ça fait partie des nouveaux modèles où en fait, c'est disruptif, c'est pas dans les règles. Et en fait, quand tu as un enfant de 15 ans qui te parle de la fin, c'est sur le pessimisme et son rapport au monde, il y a beaucoup de questions, d'où les questions de santé mentale, etc. Et je trouve que c'est très dur d'avoir 20 ans en 2025. C'était dur d'avoir 20 ans en 2020, mais je pense que c'est encore très dur en 2025. Aujourd'hui, on parle de guerre. Aujourd'hui, on parle de la question... Il y a la question climatique, il y a la question de la guerre, il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question du social, il y a la question de l'économie, il y a la question de la crise des institutions. Enfin, franchement, c'est dur d'être optimiste. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est très informé? Parce que finalement, la guerre, il y a toujours eu. Il y en a sûrement eu des pires quand on était plus jeunes. Oui, c'est nos ça. parents en ont connu bien. Après, je pense qu'il y a toujours eu des problèmes dans le monde. Mais là, il y a quand même beaucoup de problèmes en même temps. Et donc, d'où l'enjeu et il y a une crise climatique, et en fait, il y a une guerre en Europe, et en fait, il y a une crise des institutions parce qu'il y a une démocratie qui n'est plus représentative, etc. Donc, en fait, je pense que c'est la multidimension des crises qui donne la gravité et peut-être du sentiment, tu vois, hyper anxieux qu'on a actuellement, tu vois. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'Institut Citoyen? Franchement, de la réussite. On souhaite... C'est quoi la réussite? La réussite, c'est qu'on puisse avoir des associations partenaires, qu'on puisse être déployés sur les territoires, qu'il y ait des organisations qui puissent s'approprier nos outils. Dans cette démarche encore de facilitation. On nous souhaite d'être sur un maximum de territoires. C'est quoi la feuille de route de l'année? La feuille de route de l'année? Je veux un chiffre. Un chiffre? Voilà, tu veux même pas de chiffre. Ouais, tu vois. C'est quoi sur la feuille de route 2025? Combien de personnes? 2025, on souhaite atteindre les 5000 participants. Donc, avoir sensibilisé 5000 personnes. 5000 personnes, ouais, ok. 5000 personnes. C'est top. Et on souhaite avoir une 50aine d'organisations locales partenaires. Et on souhaite être sur 3 territoires. On est déjà sur 2 régions là. Et on est en train de travailler pour être sur d'autres territoires pour que, comme je te disais, il y ait des orgas qui nous s'approprient nos outils et qu'on puisse avoir les meilleurs outils pédagogiques. Et potentiellement un nouvel outil encore, pourquoi pas. On est hyper... Comment tu fais pour créer un jeu? Comment je fais pour créer un jeu? Mais ça, c'est un épisode, ça. Comment je fais pour créer un jeu? En fait, comment je fais concrètement? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Non, concrètement. Concrètement, en fait, avant de créer le jeu, tu crées la base, en fait. Les cartes, c'est intéressant parce que c'est un référentiel, c'est des informations que tu vas donner. Donc, tu vois, par exemple, tu me parlais d'un futur jeu que toi, tu pourrais faire. On aimerait bien avoir un jeu, justement, où, en fait, tu te poses des questions sur ton engagement à travers ça. Concrètement, ça va être déjà la base, c'est les informations que tu veux transmettre pendant l'atelier. Donc, c'est l'aspect pédagogique du jeu. De là, tu vas écrire des supports. Et de là, tu vas conceptualiser des cartes. Donc là, nous, on a toute une équipe d'illustrateurs et de DA, en fait, directeurs artistiques, qui ont conçu les cartes avec nous.
Et évidemment, tu vas les adapter sur est-ce que tu veux un système avec un dé, est-ce que tu veux des cartes, est-ce que tu veux... Mais c'est extrêmement passionnant par contre. Et je rêve d'un jeu de plateau, je rêve d'un big jeu. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aimerais même faire un jeu, mais bon, en fait, feuille de route, donc focus, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le jeu sur l'engagement pour les particuliers, je l'ai déjà écrit, mais j'attends juste d'avoir le temps. Ok. Voilà. T'as mis combien de temps pour... Enfin, vous avez mis combien de temps? Parce que je pense que t'étais pas tout seul. Franchement, je l'ai créé... Pour faire le premier. Ouais. En réalité, franchement, 1 mois. 1 mois charbonnant? 1 mois charbonnant. Mais parce qu'avant, on avait testé plein de... En fait, on avait testé, on avait vu... T'as mis des années pour arriver à faire un truc. Exactement. Mais en fait, 1 mois, c'est parce qu'on a répondu avec une collectivité pour former 15 jeunes. Mais en réalité, c'est le résultat de plein de choses. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations. J'adore les jeux de société. Donc, tu vois, j'ai fait un mix, en fait, et de notre expertise, et de ce qu'on a vu sur le terrain, et de la partie jeu classique, en fait, sur comment, en fait, tu crées un moment hyper convivial, hyper chaleureux, hyper ludique, avec des gens qui sont pas du tout intéressés pour parler de sujets de société. Voilà. Top. Mais faire un jeu, je pourrais te faire un podcast, hein, parce que c'est très intéressant. En fait, moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on... Tu vois, moi, j'ai pas aimé l'école. Je suis parti beaucoup trop tôt. Mais je pense que parce que le système éducatif ne m'allait pas et la manière dont on m'enseignait ne me plaisait pas. Ouais. Et du coup, c'est une vraie question, parce que je pense pas être bête. Finalement, je me suis énormément formé ensuite. J'étais très nul en langue, mais alors très nul en langue. Aujourd'hui, je parle espagnol tous les jours couramment et je parle anglais couramment. C'est qu'en fait, à un moment ou à un autre, tout le monde a des capacités d'apprendre, tout le monde a des capacités d'enseigner, de capter des choses, mais il faut juste trouver le bon moyen. Exactement. Et je trouve que, à un moment, tu vois, le système scolaire, il est bien, mais il correspond... En fait, on en a fait une généralité, mais je pense réellement que ça ne parle qu'à une partie de la population. Et je pense qu'en général, quand tu vois tout ce qui est type entrepreneur, etc., c'est souvent des gens avec qui ils n'ont pas trop matché avec l'école. Parce que, justement, ça m'a pas trop ce truc de subordonné, tu vois, bref. Et même d'être assis. Ouais. Voilà, le système même d'être assis. Parce que t'es très passionnante. Mais normalement, je tiens pas 1 heure sur une chaise. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, typiquement, de nos ateliers, on est tous debout autour d'une table. Voilà. On n'est jamais assis. Voilà. Ça fait partie des détails, en fait. Et c'est vraiment, en fait, il y a toute une science de l'éducation qui est en train de beaucoup de se développer, qui s'appelle la ludopédagogie. Les profs aussi sont en train de se former. Ouais. On a beaucoup de demandes d'établissements scolaires, on a beaucoup de demandes de collèges. On a formé 300 collégiens au collège de Bobigny, par exemple. Donc, ils sont intéressés par ces outils-là. C'est pour ça que nous, en réalité, notre travail, c'est de les concevoir et de les déployer. Donc, tu me parlais de la formation à l'animation. Nous, notre objectif, c'est que, en fait, on conçoit et après que les organisations, que ce soit les établissements scolaires, elles se les approprient. Donc, le fait d'être debout, le fait de parler de soi, le fait de pas partir d'un constat généraliste. Nous, par exemple, on va avoir un moment, on va parler dans nos ateliers, on a toujours un moment théorique. Ouais. Droits et devoirs du citoyen, objectifs de développement durable des Nations Unies. On utilise le quiz, par exemple. Voilà, typiquement, on va pas dire ça a été créé en 2015. Non. Et par exemple, on a vu, j'ai pas mal étudié, typiquement, c'est prouvé en termes en neurosciences qu'on apprend beaucoup plus par l'erreur. Ouais. Donc en fait, moi, quand je fais le quiz auprès des participants, j'ai tout intérêt qu'ils se trompent. Et d'ailleurs, ils sont perturbés de se tromper. Ouais. Parce qu'on donne, par exemple, on va donner des chiffres en lien avec les 4 premiers objectifs de développement durable. Ils vont dire, mais je vais me tromper, mais c'est l'objectif. Ouais. Parce qu'après, nous, on va vous donner la bonne réponse et tu vas t'en rappeler. Et donc, c'est typiquement ça. Donc, on essaye, en fait, d'innover à fond, tu vois, et on fait, par exemple, des quiz. On a des quiz sur le téléphone en termes d'application. On va avoir des quiz mouvants. Parfois, on va utiliser la salle, quand on a des grandes salles où, en fait, tu te positionnes selon la réponse. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Et il y a une science qui est vraiment en train de se développer sur le sujet. Donc, en fait, il y a encore plein de choses à faire. Et en fait, normalement, les maths, je pense que dans 10 ans, 15 ans, et ça existe déjà, des applications hyper ludiques pour apprendre les maths. Là, j'ai vu que Duolingo, qui permet d'apprendre la langue avec le jeu, a sorti des cours de maths. Ouais.
Parce qu'en fait, ça va être le futur. On va plus apprendre des applications, les multiplications en lisant. En fait, on va jouer, on va toucher, on va se lever, on va créer du mouvement. Comme un enfant, il va apprendre les premières additions. Exactement. On va lui mettre 2 cerises et... Exactement. plus 2 Et après, cerises, ça il fait comprend. 4 cerises. Exactement. Il comprend. Ah, exactement. Et tu vois, par exemple, sur l'apprentissage de la lecture, en fait, on a remarqué que si on laisse l'enfant apprendre tout seul, naturellement, il va te poser la question de la lettre et il va retenir. Tu vois, il va te poser la question de la lettre et il va retenir. Par exemple, s'il y a un P de parking, il va te poser la question du P. Il va retenir le son P. Et typiquement, en fait, ça montre... déjà, nos capacités d'apprentissage, elles sont infinies. Ouais. Elles sont pas du tout à mettre dans un carcan. Au contraire, pour moi, elles sont infinies. Et en plus, en termes de neurosciences et en termes de sciences de l'apprentissage, on est au tout début. Hein. Ils ont encore beaucoup de choses qu'on va découvrir. Mais moi, je crois beaucoup à la pédagogie par le jeu. C'est le propre de l'association. C'est l'Institut citoyen, c'est la création de jeux pédagogiques innovants. Et aussi, je crois beaucoup à l'apprentissage par le projet. Donc, tu vois, le fait que pendant l'atelier, tu réfléchisses toi-même une initiative que tu vas pouvoir mener, ça te pose à poser la question de « Ok, c'est quoi les infos que j'ai retenues ? Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, qu'est-ce qui existe ?» Et ça te permet de chercher. Et c'est un peu les dynamiques, tu vois, d'hackathon qu'on voit dans les écoles de commerce, etc. Ça marche très bien. Moi, j'en ai fait. D'ailleurs, WantWeb, c'est né un peu de ça. En fait, j'avais créé un projet rien à voir. J'ai créé une application de parking avec ma classe pour le master, genre. Et en fait, le fait de créer un projet, ça m'a débloqué des trucs dans ma tête. Je me suis dit, en fait, je peux avoir des idées. Donc, on utilise vraiment ces deux pédagogies, le fait de créer, développer, réfléchir, concevoir un projet et d'apprendre en jouant, en fait. Ouais. Voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci. T'as un mot de la fin ou quoi? Un mot de la fin, un mot. Ouais, un mot comme tu veux. Ok. Je dirais un mot, je vais pas répéter, engagement. Non, je dirais un mot que je veux garder là. Ouais. Bah, je dirais collectif. Ouais. Mot de la fin, collectif. Cool. Voilà. Je m'attendais pas qu'on parle de collectif, finalement. Voilà. T'as vu? C'est cool. C'est quoi on te suit sur quoi? Institut de... Institut citoyen sur Instagram. Et après, il y a sur LinkedIn aussi. On est pas mal actifs avec mon compte Anaïs Abchar. Et après, tu as le compte Fraise de l'engagement aussi pour suivre les différents ateliers qu'on fait auprès de nos partenaires. C'est un site... c'est un Instagram lui-même ou c'est quoi? Ouais, on a un Instagram Fraise de l'engagement, on a un Instagram Institut citoyen et mon Instagram perso aussi. Je te fais confiance, tu mettras tous les liens. Merci beaucoup Anaïs. Merci. T'assures. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.